à cause des problèmes techniques rencontrés et du manque d'organisation alias de checklist, il est peut-être fort possible que la dernière vidéo ne soit pas aussi claire au niveau historique et mécanique qu'elle aurait dû l'être. Donc je vous invite quand même à aller la regarder parce qu'on est vachement drôle dedans. Vous prenez du plaisir en la regardant, c'est cool, vous prenez du plaisir. Par contre, vous n'apprenez rien. Putain de merde! On va continuer. Avant de s'enfoncer dans le mur de l'aviation. One time. La flèche, c'est l'angle entre une ligne imaginaire. Pardon, petite pause. On s'est rendu compte en regardant l'épisode qu'on l'a un peu trop vulgarisé et que du coup on comprend pas. Alors je vais essayer de faire simple et concis, d'accord? En tout cas, asseyez-vous et surtout abonnez-vous à cette chaîne parce que c'est très important parce que je vais vous expliquer un truc qui casse la tête. Prenez un Doliprane, régalez-vous. Prenons un schéma pour que ce soit un peu plus clair. L'angle entre l'horizon et l'aile, c'est le diagramme. L'angle entre une ligne perpendiculaire à l'avion et l'aile s'appelle la flèche. Et enfin, la distance entre le bord d'attaque et le bord de fuite est appelée la corde. Et toute dernière petite chose, on peut faire la différence entre des avions monoplan avec une aile, biplan avec 2 ailes, triplan, quadriplan avec 3 et 4 ailes, etc. Sonic va vous causer. Sonic va vous parler! Donc, on va juste faire un petit aparté de minutes pour dire effectivement que pendant cette vidéo, on va parler énormément de guerre et de tout ce qui tourne en fait un peu autour de la guerre, de la violence et tout. Mais il faut comprendre effectivement que... On va parler de juifs. Il faut comprendre que dans toute l'humanité, à chaque fois qu'il y a eu une guerre, il y a eu d'énormes progrès technologiques. Donc pour revenir, pour expliquer finalement l'évolution des ailes, on va devoir parler finalement histoire. En revenant au tout début de l'histoire de l'aviation, Collive et Wilbur Wright qui ont été les premiers à construire un avion. Si on reprend ce que je vous ai expliqué il y a 10 minutes, l'avion de Wilbur Wright, qui est littéralement en angle droit, on peut dire qu'il n'a pas de dièdre, pas de flèche. Donc grossièrement, c'était la base de la base, mais en même temps c'était le premier avion. Alors est-ce qu'on pouvait leur en vouloir de faire une merde? Et finalement, les évolutions sur les avions se feront petit à petit de 1903 à peu près la Première Guerre mondiale, mais ça restera mitigé quoi. On est toujours sur des avions très basiques, en bois. Le fer c'est lourd et le bois c'est léger. À l'époque, effectivement, on cherchait beaucoup la légèreté parce qu'il n'y avait pas vraiment cette technologie qui permettait de faire des gros avions. C'est vraiment des tout petits avions. Il y a le petit avion des constructeurs amateurs. Exactement dans cette âme-là, c'est des tout petits avions de tourisme, d'amateurs, de pionniers de l'aviation techniquement qui essaient de trouver quelques solutions pour pouvoir voler. Et on arrive au début de la guerre. Et tu sais ce qui rime avec guerre? Armement. Exactement. Armement, violence, gang, drogue. Et virée nocturne, plongée dans les dessous de la frontière espagnole. Première Guerre mondiale, tout ce qui peut être utilisé pour se battre est instantanément recherché, amélioré, et effectivement l'aviation en fait partie. Au début, ça sera beaucoup pour du repérage, de l'observation, parce qu'effectivement c'est comme les ballons d'observation qui ont été inventés bien plus tôt par les frères Montgolfier, qu'avant il fallait effectivement envoyer des émissaires, regarder à la jumelle et tout. Là on a les avions, on peut regarder de dessus, prendre des photos et cartographier à peu près les positions de l'ennemi. Et c'est pour ça que l'avion au début sera beaucoup utilisé pour ça. Mais là effectivement on commence à rencontrer les avions des deux camps, donc les avions alliés et de l'Axe de l'époque, qui commencent à se rencontrer. Et mais ils ont rien pour se battre. Il n'y avait pas d'armement sur les avions. À l'époque, il y avait rien. Un pistolet. Oui. Et c'est ça le pire. Le premier combat aérien s'est fait au 6 coups. C'était au 6 coups au Mexique et les deux ont atterri en même temps, ils se sont fait gênant. Non mais exactement, c'est ça. Les premiers combats se sont faits au 6 coups parce qu'il n'y avait pas d'armement sur les avions. Pourquoi mettre de l'armement sur un avion d'observation? Et c'est comme ça que les combats se sont faits au 6 coups. Je vous rassure tout de suite, ça n'a pas duré longtemps.
Parce que quand ils ont vu que les avions d'observation se croisaient, mais ils vont pouvoir faire grand chose, c'est-à-dire que cool, tu vas observer mes alliés, mais je peux pas vraiment faire grand chose. Bah tout de suite, il y a eu des mitrailleurs au tout début. Alors, en fait, on a voulu mettre des mitrailleuses, comme les avions qu'on connaît tous, hein, avec un seul pilote qui tire aussi, qui pilote et qui tire. Mais au début, ça a été compliqué. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas tirer à travers l'hélice. La technologie du tir à travers l'hélice, ça a été développé un peu plus tard pendant la Première Guerre mondiale. Ça a été une grande invention. Effectivement, ça permet les premiers combats aériens en monoplace, fin de la Première Guerre mondiale. Mais au début, en fait, on embarque d'assez gros avions avec juste des mitrailleurs à l'avant ou à l'arrière. On va mettre tout de suite un holà. Parce que la semaine dernière, j'étais encore en classe et j'en entendais qui faisaient des exposés sur la Première Guerre mondiale en disant « Oui, les avions Michelin ont joué un rôle extraordinaire pendant la Première Guerre mondiale. » Il y avait des avions Michelin. Frappé avec ça. Non, mais il y a vraiment l'usine Michelin qui, pendant la Première Guerre mondiale, ont fait des bombardiers. Garenko s'excuse auprès des 2 élèves visés pour l'imitation qui va suivre. Et là, j'ai entendu faire « Oh oui, les avions Michelin ont eu un rôle considérable pendant la Première Guerre mondiale. » Non, les avions n'ont eu aucun rôle pendant la Première Guerre mondiale. Qu'on se mette d'accord tout de suite sur ça. Les avions ont certes évidemment une évolution. Ils ont juste servi à faire de la reconnaissance, bombardement entre guillemets stratégique, mais il n'y a pas beaucoup. Alors que l'artillerie faisait le même boulot, mais en 10 fois mieux. Hein. Donc non, les avions n'ont eu, désolé pour les fanatiques d'aviation, les avions n'ont eu aucun rôle pendant la Première Guerre mondiale. Enfin, ils ont eu un rôle, mais c'était pas le plus important. Donc, il va falloir attendre plutôt les années 30, où là, ils vont avoir un rôle plutôt commercial, puis dans les années 40, pendant la Première Guerre mondiale, où on va se comprendre qu'il va y avoir plus de pertes aériennes qu'au sol. Merde, entre deux guerres, on se faisait bien chier, c'était bien. Non! Il y a eu plein d'évolutions. Parce que là, les gouvernements ont voulu la Poulaga aux œufs d'or! Oh là là, mais ils se sont dit, mais attends, on peut faire le travail d'une artillerie, d'une cavalerie, et en même temps, on peut aller faire chier l'ennemi et faire un travail de repérage des ballons, mais on va développer cette magnifique technologie qu'est l'aviation. Et donc, effectivement, pendant les années 30, les gouvernements se mettent à fond sur l'aviation, la nouvelle technologie qui est exceptionnelle, qui offre des nouvelles possibilités tactiques, c'était exceptionnel à l'époque. On commence à voir arriver les premiers véritables avions de ligne, avec du 20 places à l'époque. Alors, on va dire une chose par rapport aux avions de ligne. Quand on voit les classes éco, tout ça, maintenant, les classes les premières classes à l'époque, c'était des classes éco maintenant. Voler en avion, c'était le luxe. Tu pouvais être mal assis, tu t'en battais les couilles. Et là, maintenant, tu voles en avion, ça devient banal. Voler en avion à l'époque était tellement coûteux qu'effectivement, bon, c'était réservé à l'extrême élite des gens. Il n'y avait que de très grandes entreprises, entre guillemets, de trajets qui pouvaient se permettre de faire ce luxe, en gros, se proposer ce luxe. Avec le commercial, il y en a d'autres qui s'amusent genre, il y en a d'autres qui repèrent un peu aussi ça. Il n'y a pas que les commerciaux, il y a aussi les militaires. Et du coup, effectivement, les armées qui voient, mais la poulaga aux œufs d'or, on voit les premiers combats aériens de l'entre-deux-guerres se finir, et là, mais l'aviation prend un essor considérable. Bon, revenons-en à nos avions. L'entre-deux-guerres verra les premiers avions en métal. Et c'est là l'énorme évolution, c'est qu'on arrive à faire des avions tellement performants, avec des moteurs nouveaux, des moteurs extrêmement puissants, et puis des ailes bien designées avec le profil d'aile qu'on vous a montré dans la dernière vidéo. Et effectivement, on arrive à faire des avions en métal, parce qu'on arrive à soulever ce poids en fait. Et on arrive à faire les gros premiers avions, qui sont certes un peu lents. Il faut faire un peu d'études sur l'aérodynamisme, et en fait le problème c'est que c'est des hydravions. Et la coque pèse énorme, et vraiment très lourd. On commence à voir les premiers avions avec un peu de dièdre. Parce que là les ingénieurs ils se sont dit si on incline un peu les ailes, qu'est-ce que ça fait? Et effectivement on commence à avoir des performances qui sont un peu meilleures. On ne parlera ni de flèches à cette époque-là. Pardon, et effectivement, on tombe sur des avions qui ont des ailes de plus en plus effilées, de plus en plus précises, de plus en plus performantes. Et début de la Seconde Guerre mondiale, là pareil en fait, on a des avions qui par contre cette fois-ci sont performants. Donc comparé à la Première Guerre, cette fois-ci on a de quoi envoyer du lourd. Et quand je dis du lourd, c'est du très très lourd. Parce qu'on arrive et que là les premières batailles avec la Blitzkrieg, c'est les avions qui font tout en fait. Les Stuka que tout le monde connaît. Hein. Alors c'est le Ju-87. Oui, alors le problème c'est que tout le monde les connaît, les vétérans quand ils entendent parler de ce nom, ils ont envie de l'entendre. C'est un des avions qui a perturbé des générations. Sur certains, il y avait des petites hélices qui en fait on faisait un son et en fait ça activait les jeux de musique et tout. Le fameux.
s'appelle les trompettes de Jéricho. Il y a eu pareil quand un obus d'artillerie part, on entend un genre sifflement, bah ça c'est pas prévu. Bon, on continue. Effectivement, face à ça, on a une aviation française, mais nulle, qui était loin en fait. C'était une aviation d'entre-deux-guerres. Pas de début de la Seconde Guerre mondiale, mais vraiment d'entre-deux-guerres, voire même fin Première Guerre mondiale. Et c'est des avions qui sont hors du temps malheureusement. Et face aux Allemands, face aux Messerschmitt 109, ils se feront détruire. Il faut comprendre qu'effectivement, la France à ce moment-là ne peut rien faire. On ne s'occupera vraiment plus d'elle. Sur les évolutions technologiques, peu de scientifiques sur l'aéronautique qui pourront survivre à l'assaut allemand seront juste recrutés par les Allemands pour bosser. Et on va du coup plutôt parler soit allemand, soit anglais, USA. On commence à arriver sur des avions de plus en plus performants, en plus avec l'entrée en guerre des États-Unis qui ramène le meilleur avion du conflit, qui malheureusement arrive un peu tard parce que les États-Unis sont rentrés en guerre très tard. Le Mustang, le P-51 Mustang, avion légendaire et qui reprend effectivement cette aile du Messerschmitt 109 qui donne des bonnes performances en termes de maniabilité. Malheureusement en termes de vitesse, c'est mitigé. Ça reste quand même de beaux angles droits. Vous allez me dire oui, mais pourquoi tu n'as pas parlé de l'avion le plus iconique de cette guerre? Effectivement, on y vient. Tout à l'heure, il m'a parlé du Messerschmitt 262 que je pense tout le monde connaît. Le Messerschmitt 262 est le premier avion en réaction de l'histoire et le premier aussi à arriver avec une innovation exceptionnelle pour l'époque. L'aile n'est plus droite, il y a une flèche et c'est ce qui permet en fait un meilleur écoulement de l'air. Imaginez que vous tendiez la main dans l'eau, votre main va être immédiatement poussée vers l'arrière. Maintenant, vous inclinez votre main comme ceci, l'eau va venir coulisser sur votre main et faire moins de résistance. Et bah là, les Allemands ont fait la même chose. Ils ont anglé les ailes et se sont rendus compte que l'air faisait moins de résistance sur l'aile et permettait à l'avion d'avoir moins de résistance aérodynamique, ce qu'on appelle, donc la résistance face à l'air, et d'aller plus vite. Parce que s'il y a moins de résistance, l'avion n'est plus freiné, il va plus vite. Et là, c'est pareil. Effectivement, ça tourne très mal. Pourquoi? Parce qu'on a cette aile en flèche. Certes, vous avez moins de résistance aérodynamique, mais vous avez moins de résistance aérodynamique. Il y a moins d'air, donc vous pouvez entraîner moins dans votre… Quand tu tournes, tu es obligé d'entraîner de l'air. Bah là, c'est pareil. Si ton air coulisse, c'est que tu en entraînes moins. Bah, le 262 a eu le même problème. Ils en ont fait quelques versions, mais ils n'ont pas eu le temps. C'est vraiment dans les derniers mois de la guerre. Le 262 a été produit, je crois, à moins de 300 exemplaires. Pas ça, Zinedine. Non. Oh non. Il n'a rien fait. Exactement comme les avions de la Première Guerre mondiale. C'était vraiment à la toute fin, ils n'ont rien fait. Et bah là, le 262, pareil, il a été construit à la toute fin. Il n'a pas été assez produit pour avoir un impact. Donc effectivement, on arrive pendant la guerre froide, ou grâce à cette technologie du moteur à réaction et des ailes anti-ailes, avec de la flèche, on arrive à passer ce foutu match et faire des avions. Alors, pas dire que non, ils n'étaient pas fous, et puis surtout, les Allemands n'avaient pas vraiment eu le temps de s'en rendre compte, mais les Américains et les Soviétiques se sont vite rendus compte que c'est pas stable, ce n'est pas maniable, c'est rapide, certes, mais pour tout le reste, ce n'est pas utile. C'est-à-dire que l'élan flèche, certes, comme j'ai dit tout à l'heure, va permettre un meilleur coulissement, mais il ne va pas permettre une meilleure maniabilité. Et pareil, la vitesse de décrochage, vous avez une aile plus fine et plus petite, donc il décroche à des vitesses plus vertigineuses. Et du coup, on arrive sur les premiers avions avec une aile un peu différente. Tiens, reviens là, parce qu'on va parler du plus grand des avions. Celui qui a fait l'épopée du premier Top Gun. J'écoute. Et bien sûr, je vous mets un extrait de Top Gun ici tout de suite parce qu'il est hors de question que je l'image autrement, le Top 4. We took another hit! No, 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 no!
Attention. Regarde les osios. Oh la vache, j'en rigole dans ma barbe. Vous auriez pas vu un porte-avions dans les parages? Ah, ça c'est un cliché génial. Sans Tomcat. Il y a la Vegas. Je fais un escape token de Félix. Et c'est qu'en fait, c'est qu'en fait, En gros, à basse vitesse, les ailes sont parfaitement écartées et ça fait exactement le même effet qu'un avion comme ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir des très faibles vitesses. Et à très haute vitesse, on combine les deux, ailes en flèche, et les ailes sont totalement repliées, on peut atteindre des vitesses phénoménales. Et on a un gros problème avec ça. En fait, tous ces vérins et ces pistons, en plus, ça rendait l'avion lourd, mais extrêmement lourd. surtout que c'était pas des commandes électriques, je crois. C'était encore du mécanique. Et là où déjà les autres avions de la guerre froide avec des commandes du coup effectivement pneumatiques ou hydrauliques, souvent hydrauliques, donc avec des systèmes de vérins avec de l'huile dedans, étaient déjà extrêmement lourds à cause de tout ce matériel. Là le Tomcat en plus emportait d'énormes vérins pour déplier les ailes et les replier. Il était trop lourd, beaucoup trop lourd. Et du coup effectivement le Tomcat est certes un excellent avion, mais il est mauvais. Plus on avance, plus il est mauvais. Et les États-Unis, enfin tout le monde entier, là, à ce moment-là, tout le monde est reparti dans la course, les Français y compris, ils apporteront, alors pas en premier, mais c'est eux qui apporteront cet avion légendaire, le Mirage. Avec son aile delta. Et l'aile delta, qu'est-ce que ça apporte finalement? Déjà, la vitesse. Tu vas avoir une meilleure vitesse, ça va être constant. Quand tu vas faire tes virages, tu vas avoir un frottement d'air qui va être plus, plus stable, je pense. Le grand avantage de l'aile delta, c'est cette maniabilité à basse vitesse et la possibilité d'aller à haute vitesse grâce à cette aile fortement fléchée. C'est pour ça que moi, si je peux vous conseiller un truc un peu hors rapport, essayez DCS, je pense qu'il y en a certains qui connaissent. C'est assez réaliste et ça va vraiment bien représenter le truc et il y en a qui vont comprendre. Voilà, je trouve. Sponsorisé est un peu... Allez, DCS. Digital Combat Simulator, pardon. Déjà, donnez-nous tous les DLC. Bon. Mais effectivement, voilà, c'est que l'aile delta a beaucoup de points forts. Par contre, gros inconvénient de l'aile delta, c'est cette grande aile qui pèse lourd. Alors, le Mirage n'a pas ce défaut parce qu'en fait, le Mirage, lui, est quasiment vide et minuscule par rapport aux gros avions. Il n'y a rien dedans. Un moteur, un pilote, de la tôle. Fini. Mais si vous prenez un avion aux mêmes dimensions que le Tomcat, avec une aile delta, il sera plus lourd parce que cette aile est gigantesque. Mais effectivement, il combinera les deux en enlevant effectivement tous ces vérins, ces trucs qui peuvent effectivement un peu alourdir l'avion. Vous allez me dire, mais c'est l'aile ultime. Bah, pas spécialement. Parce qu'effectivement, il y a déjà tous ces problèmes de poids. Et surtout, par rapport à ça, si on regarde un Raptor, il va avoir une aile, alors qui s'appelle, c'est une aile diamant. Je suis content de le savoir. Le Raptor a une aile diamant. Et surtout, le Raptor, en fait, a une aile quasiment plus performante que le Rafale. L'avion légendaire qu'il avait, c'était le F-104. Pourquoi une aile en diamant? L'aile en diamant est nulle. Nulle. Elle ne sert à rien du tout. Par contre, elle a un avantage, c'est qu'elle ne pèse rien. C'est minuscule. T'as vu l'aile en diamant du Starfighter? Il est très petit. Tu mets un Mirage 2000 à côté d'un F22, bon, il va être plus gros, mais bon, c'est très très petit. Si tu regardes l'aile par rapport, par exemple, juste à une aile de Cessna, le Starfighter, je pense, au niveau de la surface, à l'équivalent de l'aile qu'il y a là. Pour vous dire à quel point c'est ridiculement petit, mais on s'en fiche parce que le Starfighter, on va pas se le cacher, c'est un moteur avec des ailerons. C'est un peu une fusée avec des roues au décollage. Ça se débat. Mais effectivement, c'est juste une fusée avec un pilote dedans. Et on n'a pas spécialement besoin des ailes. Et c'est un peu... Alors, je dirais pas que c'est le meilleur avion. Parce qu'il n'y a pas de meilleur avion, techniquement. Déjà, je voudrais débunker quelque chose que j'ai vu dans Trash.
Il n'y a pas de meilleur avion. Ne cherchez pas le meilleur avion de quelque part. Aujourd'hui, peut-être pendant la Seconde Guerre mondiale ou pendant la Première, ça pouvait encore se débattre. Chaque avion a sa mission. Il faudrait attendre la 6e, 7e génération pour dire telle génération c'est celui-là, telle génération c'est celui-là. Exactement. Vous prenez un Rafale et un F-22, le F-22 pour du bombardement sera moins fort qu'un Rafale. Par contre, en combat pur et en furtivité, le Rafale est moins bon que le F-22. C'est en fait un compromis qu'il faut faire. Le F-22 a été pensé comme un chasseur. Le Rafale a été pensé comme un avion multirôle. Donc c'est un compromis permanent que font les constructeurs à chercher effectivement qu'il ait le plus d'aptitude. C'est-à-dire que le F-22 a été quand même pensé pour pouvoir faire un peu de bombardement. Mais il faut jauger par rapport à ce que vous voulez. Comme elle, totalement débile, j'en avais noté quelques-unes. Il y avait la NASA avec GX-29 de la NASA, avec des ailes inversées. C'est-à-dire que les ailes sont vers l'avant et se plient pendant le vol. Totalement débile. Ah mais excellent. Le B2, pardon. L'aile circulaire, le Lee Richard, avec une aile qui était autour de l'avion. L'AD1 avec une aile oblique. Alors je crois... oh l'AD1 c'était un bordel. Je crois que l'aile... Oui, AD1, bah, c'est le... Et bien sûr le cultissime B2 Spirit, l'avion de bombardement américain furtif. Il est trop beau par contre. Il est magnifique. Par contre, elle volante, c'est un sujet à la con. C'est surtout qu'en fait, son but, c'est pas de voler, c'est pas de faire du... Son but, c'est juste d'être discret. C'est être furtif. Quand tu le vois en piqué, c'est un putain de faucon qui va chercher sa cible, hein, c'est juste ça. L'aile à demi-dièle variable, j'ai vu ça il y a pas longtemps, le XB-70 Valkyrie. Alors, le Valkyrie, je sais pas si tu connais. Si le Valkyrie, c'est l'avion qui s'était crashé avec, pendant sa prise photo avec tout plein d'autres avions. Le bout des ailes à très haute vitesse, parce qu'on s'est rendu compte qu'à Mach 1, en fait, si les ailes étaient penchées vers le bas, ça réduisait la traînée. L'XB Valkyrie avait littéralement la moitié de ses ailes au bout qui se repliaient. C'était le seul qu'il y avait. Alors ça a été le seul parce que l'XB Valkyrie a été un échec monumental, ils en ont fait un exemplaire, ils ont arrêté. Par contre, ça a mis les chocottes aux Russes. Hein. Alors les Russes étaient en PLS face aux Valkyries, mais ça s'est arrêté là. Mais effectivement, on a fini. On espère que vous avez au moins compris un seul petit pourcent de cette vidéo. Si vous avez rien compris dans les commentaires, vous pouvez me dire « j'ai pas compris ça » et on vous essaiera de vous réexpliquer. On espère que ça vous a plu au moins, que vous avez au moins regardé jusqu'à la fin, si vous voyez ça. Puis on vous dit quoi? On vous dit à la prochaine dans le regard. Et là, vous allez avoir un petit extrait. Par contre, il faut qu'on fasse la minia. Tu veux qu'on fasse une photo?